voyez comme ça. Donc, le nommé Maloua Bagibassa, soldat de première classe, qui a été arrêté en 2023, le 19 janvier, parce qu'il a parlé à une personne extérieure. Je vous avais déjà parlé de ce dossier-là. Donc, la famille est désemparée. Ils ne savent pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'ils sont allés l'enterrer quelque part? Est-ce qu'il est vivant? Donc, vous avez plein de soldats comme ça qui sont dans les lieux de détention conventionnels et non conventionnels, parce que la grande porte de la gendarmerie, comme l'ANR, comme le SCRIC, comme d'autres lieux cachés de détention dans la ville de Lomé, sont des lieux non conventionnels de détention, où les gens sont détenus secrets, sont torturés, et quand ils en viennent à mourir, on va les enterrer clandestinement. On va les jeter quelque part pour effacer les traces. Et donc, vous avez plein de soldats comme ça, et malheureusement, c'est vraiment triste parce que ce sont ces militaires-là qui sont les bras armés du régime, comme la justice, parce que les deux bras armés du pouvoir de Faure Gnassingbé, j'ai eu à vous l'expliquer, c'est l'armée et c'est le système judiciaire. Et cette même armée n'est pas épargnée quand ces militaires, je ne dirais pas s'ils commettent des fautes professionnelles, mais au moindre soupçon, on vous arrête, vous n'avez pas assez à être des avocats, il n'y a pas d'organisation de droits de l'homme qui vous visite, on vous enferme au secret jusqu'à ce que parfois mort s'en suive. Vos femmes, vos enfants, vos parents ne savent pas à quel lieu de détention on vous a gardé, les visites sont rares, voilà, et vous avez plein de militaires comme ça qui sont arrêtés. Et ceux qui ont la chance sont à la prison civile, parce qu'à la prison civile de Lomé, au moins, ils sont libres de leur mouvement, ils peuvent parler à des gens, ils peuvent communiquer. Mais ceux qui sont dans des lieux de détention secrets, comme ce monsieur qui était à la grande porte de la gendarmerie, comme ceux qui sont à l'ANR, ceux qui sont au SCRIC, là où se trouve Jean-Paul Omolo, Steve Rouya et tout ce qu'on a arrêté lors des dernières manifestations, et ils ont des limites très visitées, ils ont des visites très limitées. Et c'est ça, en réalité, le visage inhumain de cette dictature-là, qui ne fait de cadeau à personne, ni ceux qui la portent, ni ceux qui la soutiennent, ni ceux qui l'entretiennent, ni ceux qui la combattent. Aujourd'hui, ces militaires, que ce soit des soldats de première classe, des sous-officiers, des officiers qui sont en prison, ou les civils, ou ceux qui combattent le régime, on est tous logés à la même enseigne. Donc voilà le cas de ce soldat que sa famille ne retrouve pas, parce que jusqu'à une dernière période, la famille lui apportait de temps en temps à manger. La famille sait où il se trouvait. Et depuis, sa famille va là-bas, on dit de ne plus apporter à manger. On ne dit rien à la famille, s'il est vivant, s'il est mort. Et s'il est mort, où est-ce qu'on a mis son corps? Personne ne sait rien. Ils ont des lieux secrets où ils enterrent les gens. Et beaucoup de militaires ou des soldats ont disparu comme ça dans l'armée sans que les parents n'arrivent à retrouver leurs traces. Donc voilà, je rappelle son nom, soldat de première classe, Maloua Bagibassa G. Son code c'est 25 BB, arrêté à la base de Tchamonga le 19 janvier 2023. Sa famille est à sa recherche depuis quelques semaines. On n'arrive pas à le retrouver. Et dans la même droite ligne, il y a un officier supérieur du régiment commando de la garde présidentielle, dont je me garde de donner le nom ici aujourd'hui, RCGP, donc c'est le régiment de la garde, commando de la garde présidentielle, qui a été arrêté depuis quelques jours, qui est détenu aussi à l'ANR, J'essaie d'affiner mes informations, mais ce colonel, je connais bien son nom, je ne donne pas le nom aujourd'hui, est aux arrêts, a été arrêté et est détenu au secret à l'ANR. C'est un colonel de grade et il était au RCGP, donc régiment commando de la garde
et présidentielle. Donc, je vous donnerai des détails dans les prochaines lives. Et il y a plein de gens comme ça qui sont en train d'arrêter. Alors, concernant toujours la justice, je vous avais dit la dernière fois que le domicile de Madame Nyakadé, qui se trouvait être sa maison familiale, c'est la maison de son père, qu'ils ont réaménagé. Là où elle habitait, à Toka Solidarité, a été scellé et interdit de rentrer aux enfants et à toute autre personne. Et donc, on ne sait pas quelle est la procédure qui a consisté au niveau de la justice à sceller cette maison. Mais j'ai appris que le procureur, toujours lui, Mawama Talaka, qui est au service exclusif d'Anyasingbe au lieu d'être au service de la République, et qui exécute les ordres qui viennent du sommet de l'État comme une lettre à la poste. Et M. Mawama, donc le procureur, est en train d'engager une procédure. Donc, il a enclenché une procédure visant la saisie des biens de Mme Nyakadé. Donc, il a enclenché une procédure pour la saisie des biens de Mme Nyakadé. Alors, ce que je ne comprends pas dans sa démarche, voilà une dame qui vient d'être mise sous mandat de dépôt, elle n'est pas encore jugée, elle n'est pas condamnée, elle n'est pas allée à un procès, et on enclenche déjà une procédure de saisie de ses biens. Je ne sais pas sur la base de quel motif qu'on engage cette procédure-là. Et donc, vous imaginez déjà à quelle sauce judiciaire Madame Nyakadé sera mangée si demain on organise son procès. Donc, le procureur est en train d'engager cette procédure-là. Et je tenais aussi à donner cette précision. C'est quand même surréaliste que M. Faure Gnassingbé puisse traiter une de ses femmes de la sorte. C'est quand même surréaliste. Ça m'amène à me poser énormément des questions sur la personne de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire? Où est-ce qu'il peut aller pour le pouvoir? Sa propre femme, celle qui lui a fait des enfants, qu'il puisse la traiter comme ça. On a scellé la maison, on a refusé à la dame d'avoir même ses effets personnels, ses dessous, ses livres, tous ces trucs, ses effets. Le juge a refusé et donc le procureur a refusé. Donc c'est au marché qu'on est allé l'acheter les habits qu'elle porte à son lieu de détention. Et c'est incroyable que un homme puisse traiter une femme de cette manière-là, une femme de surcroît qui a été son épouse, avec qui ils ont fait vraiment des enfants. En tout cas, le mystère Faure Gnassingbé nous réserve encore beaucoup de surprises. On va découvrir encore davantage le côté un peu particulier de cet homme-là. Peut-être que ça fera l'objet un jour d'un très bon film pour la postérité. Voilà ce que j'ai à dire sur les dernières infos qui consistent à ce que les dernières infos concernant le dossier Mme Nyakadé, où le procureur est en train d'enclencher une procédure pour la saisie des biens de cette dame-là. Alors, je voudrais faire une petite analyse avant d'aborder le dernier sujet, et je vais aborder le quatrième sujet, une petite analyse à l'endroit du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Tous les jeunes aujourd'hui aspirent à plus de liberté, aspirent à un confort de vie, aspirent à plus d'engagement dans la vie sociale, politique de leur pays. Et les jeunes ne peuvent plus attendre. Les jeunes n'attendent plus aujourd'hui les solutions. Et donc, partout, ça bouillonne. On a vu le Népal, avant les Philippines, le Bangladesh. Là, on voit Madagascar, on a vu le Pérou et maintenant le Maroc. C'est la génération Z.
C'est comme ça que les jeunes même se définissent. C'est la génération Z. Cette génération qui ne laisse plus rien passer, qui n'attend plus, qui est vraiment exigeante vis-à-vis des gouvernants, qui veulent plus de liberté, qui veulent des écoles, des hôpitaux, les bourses, les universités bien construites, une gestion optimale des ressources, une augmentation des salaires, un cadre de vie adéquat. Et cette génération, elle est très, 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 très déterminée aujourd'hui. Et petit à petit, comme un château de cartes, hein, les pays sont en train d'être contaminés les uns après les autres. Donc, cette génération Z, aujourd'hui, c'est le Maroc. Ça fait 4 jours que les Marocains sont dans la rue et demandent des réformes politiques, sociales et tout. Et la lutte contre la corruption. On voit Madagascar, où les jeunes ont fait déjà démettre le gouvernement, mais vendredi, les jeunes vont retourner dans la rue pour demander la démission du président. Alors, ce mouvement que nous voyons là, cette vague de contestation des jeunes, sur tous les continents d'ailleurs, parce qu'on a quoi? On a l'Asie, du sud-est avec le Bangladesh, le Népal et tout ça, ça c'est l'Asie du sud-est. On a le Pérou, donc l'Amérique latine. On a maintenant l'Afrique du Nord avec le Maroc et un peu plus ou moins l'Afrique vers l'océan Indien avec Madagascar. Tous les pays, d'une manière ou d'une autre, seront bousculés par ce mouvement-là. Alors, que vous le veuillez ou pas, je m'adresse au gouvernement togolais, la déflagration va arriver. Vos militaires, d'ailleurs, les militaires que vous mettez même en prison, c'est tendu dans les casernes. Les militaires comprennent de mieux en mieux. Il n'y a que le déclic qui n'arrive pas, mais de temps en temps, les gens sont de plus en plus conscients, sinon les militaires ne vont pas déserter autant. Les gens sont de plus en plus conscients avec tous ces officiers qui sont arrêtés, les gens qui sont en prison et tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de plus en plus une prise de conscience collective. Et donc, cette génération Z, dans les prochaines années, elle va bousculer énormément de choses en Afrique parce qu'elle est connectée, elle a des éléments de comparaison avec les autres pays. Quand ça bouge quelque part, elle le sait et elle se dit pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Quand on construit de beaux bâtiments ailleurs, quand on fait des routes ailleurs, quand on construit des universités ailleurs, quand il y a des hôpitaux ailleurs, quand tu travailles ailleurs, les jeunes ont des éléments de comparaison. Les jeunes ne suivent plus la télé. Ils sont plus connectés que suivent la télé. Et donc, cette déflagration va arriver. Généralement, quand on combat des systèmes comme les nôtres, comme le pouvoir de Gnassingbé, ils ont plusieurs méthodes pour ramollir leurs adversaires. La première méthode, c'est la prison. C'est d'abord le harcèlement. On va te harceler sur tous les plans. On va chercher à te discréditer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On va inventer des histoires pour te discréditer. Et après, si tu résistes, on va te faire une procédure judiciaire, on va t'envoyer en prison, on va t'arrêter, on va te mettre sur contrôle judiciaire, comme on est en train de faire avec Mme Niakhaté et Amron, et comme on a fait aussi avec beaucoup d'opposants et tout ça. Et puis ensuite, les îles pour certains, et autre chose, c'est la corruption. Et je voudrais parler de la corruption, parce que le régime de Faure Gnassingbé a tenté tous les cas que je viens de citer. Ils ont brandi l'épée de Damoclès de mandat d'arrêt international, ils se sont rendus compte que ça va être assez difficile pour eux. Et ils ont arrêté plusieurs jeunes qu'ils ont jetés en prison, mais ils voient que le mouvement, les contestations se font de plus en plus dans les esprits. Quand vous arrivez aujourd'hui à Lomé, un peu partout, vous avez des gens qui taguent les mouvements sur les murs. Parfois, on dit démission, Faure Gnassingbé, M66. Ça tague sur tous les murs dans les quartiers à Lomé, même sur les commissariats. Même sur les murs des commissariats, j'ai appris que ça a été tagué même à Lomé sur les murs des commissariats, M66, forte démission, forte démission. C'est une forme de sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation, puisqu'on a interdit pour le moment les manifestations et tout ce que vous imaginez. C'est une forme de protestation, de manifestation, d'aller taguer les murs, de faire des graffitis sur les murs, un peu partout. Et si des gens réussissent à le faire même sur les murs des commissariats, ça veut dire que le niveau de conscience va crescendo. Et donc, quand on a voulu utiliser toutes ces armes de dissuasion en vain, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser maintenant l'arme de la corruption. L'arme de la corruption. Et donc, aujourd'hui, l'une des solutions qui s'offre au pouvoir, c'est de corrompre
de chercher à corrompre les jeunes, peut-être ceux qui sont devant le mouvement ou certains acteurs clés des mouvements, à les corrompre, à leur proposer de l'argent pour que, bon, ils puissent généralement les renseigner, leur filer des plans ou faire ou faire défection aux autres. Mais c'est aussi peine perdue parce que aujourd'hui, c'est plusieurs mouvements qui contestent le pouvoir. C'est plusieurs pôles de jeunes qui contestent le pouvoir. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire qu'il n'y a pas de leader. C'est plusieurs organisations de jeunes qui contestent le pouvoir. Plusieurs organisations. Il y a eu une certaine constellation de tous les mouvements de contestation. Même si c'est des petits groupes, tous ces petits groupes-là participent à sensibiliser tous les jours les Togolais. Tous ces petits groupes-là sensibilisent tous les jours les Togolais. Tous ces petits groupes que vous voyez participent à sensibiliser tous les jours les Togolais. Donc, en cherchant peut-être à mettre la main sur une personne ou deux personnes ou à proposer des offres aux gens, ce n'est que peine perdue. Ce n'est que peine perdue. Parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui sont décidés à avoir une nouvelle vie, à avoir de nouveaux horizons, à ne plus laisser le pays dans cet état-là. C'est des jeunes qui veulent aujourd'hui que le Togo change. C'est un mouvement de jeunes patriotes. C'est un mouvement populaire dans les esprits d'abord et sur le terrain ensuite. Parce que le mouvement a d'abord gagné les esprits. C'est dans la tête qu'il y a eu le déverrouillage. Les esprits ont été déverrouillés. Maintenant, comment transporter ça sur le terrain, c'est ça qui est en train d'être préparé par les jeunes. Et donc, ce n'est pas en mettant la main sur un individu ou deux individus tel que vous êtes en train de vouloir le faire là, que vous allez régler quoi que ce soit. À la limite, vous allez perdre d'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Même si quelqu'un accepte vos offres, il va être laissé sur le quai. Et la bataille va continuer pour les autres. Et donc, tous les scénarios que vous êtes en train d'élaborer là, notamment mettre beaucoup d'argent devant pour agiter, pour, je sais pas, pour tester les papilles de quelques jeunes là, ça n'aboutira à rien du tout. Je sais que vous êtes en train de faire des choses, puisque moi j'ai les yeux de l'aigle. Je suis sur la montagne, je regarde dans la vallée. Et quand on est en hauteur, on voit beaucoup de choses dans la vallée. Et moi, je vois. Je vois beaucoup de choses que vous essayez de faire. Mais ça n'aboutira pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait. Voilà. On sait ce que vous voulez faire. Et quand on le sait, on anticipe. On peut circonscrire. Donc, prenez cet argent-là pour aller et rénover les établissements scolaires, aller équiper les hôpitaux, mettre les forages dans les villages. L'aigle, c'est le plus puissant par son regard. Quand il est en hauteur, il voit une proie, aussi petite soit-elle, dans la vallée. Donc, moi, je regarde, je vous vois. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous dis, ça ne donnera rien. C'est avant que ça pouvait marcher. Sinon, vous allez débloquer des milliards pour vouloir acheter tous les jeunes qui sont dans la contestation. Parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sont dans la contestation aujourd'hui. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont dans la contestation aujourd'hui. Sur le terrain comme dans la diaspora. Donc, et accéder aux revendications de la jeunesse, comprenez le cri d'alarme des jeunes, revenez sur terre avant que cette déflagration de la génération Z ne vienne vous emporter. Vous avez vu ce qui se passe à Madagascar, vous avez vu? À Madagascar, il y a juste des questions de l'eau et de l'électricité. Vous avez vu ce qui s'est passé? Maroc. Vous voyez ce qui se passe au Maroc? Allez suivre l'actualité du Maroc. Suivez le Pérou. Bangladesh, bon, disons, et Népal, il y a quelques mois déjà. Donc, eux, la page est fermée. Et donc, après-demain, les Malgaches veulent exiger la démission du président après la chute du gouvernement. Sachez que ça aura des émules partout en Afrique.
Partout où la jeunesse est étouffée, partout où les gens n'ont plus de perspective, partout où les gens sont condamnés à faire des travaux, je ne sais pas, déshumanisants, le lumpen prolétariat, comme on a l'habitude de le dire, le lumpen prolétariat aujourd'hui. Dans toutes ces cités où les jeunes n'ont pas d'avenir, sont condamnés à conduire du immédiat, à se battre pour pouvoir vivre, à joindre difficilement les deux bouts. Tous ces étudiants, 50 000 étudiants à l'université de Lomé, ou je ne sais pas, 55 000, quand ils sortent, ils n'ont pas de perspective. Ils ne savent pas où ils vont aller. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de fonds pour accompagner les jeunes. Mais ces jeunes-là ne vont pas vous laisser faire. Ces jeunes ne vont pas vous laisser faire. Ça va sauter. Ça, soyez-en sûrs. Cette certitude-là, nous l'avons. Ça va sauter. Vous avez la montre. Le peuple a le temps. Le peuple a le temps. Et d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui vous battez pour tenir. Et vous allez vous faire sauter par le peuple, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez intérêt, dès maintenant, à comprendre les aspirations de la jeunesse et à céder aux revendications de la jeunesse, plutôt qu'à croire que avec votre armée, avec vos méthodes de surveillance électronique, avec l'argent qui peut vous servir à corrompre les gens, ou avec la prison et ces juges que vous avez à votre solde, vous allez réussir à casser le moral de la jeunesse. Je rappelle au passage que quand vous faites une dernière analyse de tous ceux qui sont allés en prison dans la dernière période, il n'y a que des jeunes. Il n'y a que des jeunes qui sont aujourd'hui envoyés en prison. Femmes comme hommes, 25 ans, 23 ans, 20 ans, que vous envoyez en prison. Des jeunes qui n'ont demandé qu'à mieux vivre dans leur pays. La seule solution que vous leur offrez, c'est la prison. Les femmes comme les jeunes, comme les hommes. Des jeunes de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Vous les envoyez en prison. Vous détruisez leur vie. Et vous êtes content que vous gouvernez un pays. Tous ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui, c'est une génération de jeunes que vous envoyez en prison, des étudiants, que vous envoyez en prison sous des motifs d'accusation extrêmement graves, atteinte à la sûreté de l'État. Ça, vous le distribuez comme des petits pains. Le procureur est devenu, je ne sais pas quoi, il distribue les atteintes à la sécurité intérieure de l'État comme des petits pains. Des jeunes qui n'ont ni armes, ni fusils, ni couteaux, parce qu'ils sont sortis pour manifester, vous les envoyez en prison. Et vous refusez, malgré les appels à leur libération, de les libérer. Vous avez endurci vos cœurs. Vous continuez de les arrêter. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont franchi la frontière. J'ai des jeunes qui m'ont appelé du Bénin, des étudiants qui ont fui aujourd'hui, qui ne savent pas ce que leur vie va devenir. Et ceux qui sont dans la clandestinité à Lomé, au Togo. Et vous continuez de les arrêter. Tout ce que vous voyez dans une manifestation, vous allez les arrêter, même s'ils n'ont participé à aucun trouble à l'ordre public, parce qu'ils sont allés dans la rue, vous les arrêtez, vous les jetez en prison. Sans aucune forme de procédure. Et vous pensez que vous allez continuer comme ça, sans que rien n'arrive. Mais vous vous trompez. La déflagration va arriver. Il suffit de voir cette semaine comment les gens se sont déchaînés contre Robert Doucet sur la toile. Même ceux qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole. Comment les jeunes, ceux qui ont tourné ça en dérision, qui ont fait des sketchs, ceux qui ont fait ci, pour comprendre le niveau de prise de conscience de la jeunesse. Regardez le nombre de vidéos qui ont été faites par les jeunes sur la toile par rapport au discours de Robert Doucet. Vous allez comprendre le niveau de conscientisation du peuple togolais aujourd'hui et surtout de la jeunesse. Et donc, vous avez intérêt, s'il y a encore des gens sages et intelligents parmi vous, qui font de l'analyse prospective, qui se disent que, écoutez, ce qui se passe ailleurs peut arriver chez vous. Parce que aucun peuple ne peut être soumis indéfiniment. Un peuple, c'est comme un ressort. Il y a un homme politique qui m'a toujours dit, quand le peuple togolais est silencieux, il faut faire très attention.
quand le peuple togolais t'observe et il est silencieux, il faut faire très attention. Donc, vous croyez que parce que vous avez quelques fusils, c'est fini. Vous vous trompez. Il vaut mieux pour vous aujourd'hui de trouver une porte de sortie qui préserve vos intérêts, vos biens, que d'aller jusqu'au bout d'un bras de fer avec ce peuple-là et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Parce que cette jeunesse-là, elle va réagir comme vous n'avez jamais cru, dans une fureur pas possible, dans une fureur sans précédent. Et aucune pierre ne restera sur un mur. Ils vont démolir tout. Parce que le niveau de colère qui est dans le pays, vous ne l'analysez pas. Vous avez les renseignements, vous avez je ne sais pas quoi, mais vous ne comprenez rien. Vous êtes devenu autiste, vous êtes dans une bulle. Et vous croyez que vous allez tenir le pays comme ça, par les armes, jusqu'à l'infini. Non. Donc, soit vous anticipez tout ça, s'il y a des gens intelligents, lucides, qui ont de la jugeote parmi vous, soit vous allez au bout de votre logique et vous allez tout perdre. Vous avez le choix, c'est deux chemins. On s'arrête là, on essaie de trouver une porte de sortie en remettant les choses à leur place, ou on décide de foncer dans le mur et advienne que pourra. Même vos maisons, vous n'allez pas les récupérer. Ce n'est pas une prophétie, hein, mais c'est une analyse prospective. Quand on voit la colère qui anime les Togolais aujourd'hui, même les militaires que vous voyez, tous ceux qui sont en prison, tous ces militaires qui sont en prison, tous ces militaires que vous envoyez en prison, qui sont traités comme des animaux, alors qu'ils sont le bras armé de votre pouvoir. Vous pensez qu'ils n'ont pas de famille derrière, ils n'ont pas de communauté derrière, ils n'ont pas des gens, des proches derrière, ils en ont. Ils en ont. Donc, vous avez beau sortir le chéquier pour essayer d'amadouer certains jeux, ça ne changera rien à la mobilisation qui est en cours, à la détermination qui est en cours et à l'engagement de tous ces jeunes-là qui, à un moment donné, estiment qu'en 20 ans de pouvoir, il est temps que fort aille se reposer. Et ces jeunes-là, croyez-moi, ils ne vont pas s'arrêter dans si bon chemin. Vous allez certainement réussir à mettre la main sur un ou deux ou trois parmi eux. Mais la masse qui est derrière, elle ne lâchera pas. Et si vous prenez un aujourd'hui, 10 vont sortir. Il y a de cela 1 an, il y a de cela 6 mois, il y a de cela 4 mois. Il y a des jeunes qui ne se mêlaient pas de politique sur la toile. Il y a des artistes qui ne se mêlaient pas de politique sur la toile. Quand nous, on faisait la sensibilisation depuis des années sur YouTube, par nos émissions, beaucoup de gens suivaient. C'est l'élite qui suivait. Beaucoup plus l'élite et quelques étudiants. Mais la masse, non. Mais depuis que TikTok est arrivé, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, il faut que notre pays change. Et donc, ces jeunes-là, il n'y a aucune machine qui pourra les arrêter. Donc, l'argent que vous voulez mettre à disposition pour essayer d'aller corrompre certains, vous ferez mieux de les garder pour vous, d'arranger quelques hôpitaux et tout ce qui va avec. Voilà. Et je vais aborder le dernier sujet. Comme j'ai dit, on fera 45 minutes. Je vais aborder le dernier sujet. Avant le dernier sujet, je veux parler de... Le Ghana vient de relancer son transport ferroviaire. Les trains travaillaient déjà, mais le Ghana a fait de la rénovation. Le Ghana a acheté de nouveau, a fait beaucoup d'investissements pour des rails, prolonger les rails, les rénover jusqu'à la frontière du Burkina, un peu partout sur l'ensemble du territoire, dans la Volta Régine, un peu dans toutes les régions. Les rails sont aujourd'hui partout au Ghana et le pays a commandé de nouveaux wagons sur de nouvelles rames. Et aujourd'hui, le Ghana vient de relancer son transport avec de nouveaux trains. Et vous voyez ces trains-là, très jolis trains. On dirait que nous sommes en Corée du Sud, au Japon ou en Europe.
Et voilà ces nouveaux trains que le Ghana vient de lancer aujourd'hui. Et ça fait quand même triste que pendant qu'un pays qui est juste à côté de nous est en train de rénover tout son système ferroviaire, de lancer de nouveaux trains, de nouvelles rames, nous allons aux Nations Unies pour parler des pistes rurales. C'est quand même incroyable. Nous allons aux Nations Unies pour parler des pistes rurales. Voilà les nouveaux trains qui ont démarré aujourd'hui au Ghana, dans les localités au Ghana, dans les villes du Ghana. C'est pas beau. C'est pas beau. Ford est venu ici avec Bolloré, son ami, et ils ont pris un train de 1800 qu'ils ont, ils ont mis un peu de peinture et que Blue Line, je ne sais pas s'ils avaient appelé ça, et ils ont démarré le train. Et à peine le train arrivé à Kakaveli, le train est tombé en panne. Lui-même, il est sorti du train, il a repris sa voiture et depuis, le train n'a plus jamais bougé. Et ce qu'on voit à Lomé, c'est ce train de Wassem, de Togo Rail là, qui prend le clinker pour aller au Ghana avec une pollution pas possible. Donc, en 20 ans de pouvoir, Ford n'a pas été capable de rénover ne serait-ce que 1 kilomètre ou 10 kilomètres des rails que les Allemands ont laissés. Parce que c'est les Allemands qui ont laissé les rails. Que ce soit l'axe Lomé-Balimé, l'axe Lomé-Blita ou l'axe Lomé-Anéhon. Il n'a pas été capable de rénover 1 kilomètre de rails. Au contraire, les gens ont coupé tous ces rails-là. Quand vous allez vers Mouepé, un peu partout, vers Adétikopé, les gens ont coupé les rails pour aller vendre à la ferraille. Les gens ont coupé les rails pour aller vendre. Donc, les seuls rails qui fonctionnent au Togo, c'est les rails qui servent à transporter le clinker, les phosphates pour amener aux usines. Vous trouvez que c'est normal? En 20 ans de pouvoir. Or, tout le monde sait que dans l'économie mondiale, les grandes marchandises sont transportées par les rails pour préserver les routes. Parce que les routes sont fragiles. Même en Europe où il y a les autoroutes et tout ça, les gens préfèrent les rails pour transporter les bagages qui sont lourds, les marchandises qui sont lourdes. Et nous avons un port autonome qui dessert les pays du Sahel. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire des rails depuis 20 ans pour permettre d'acheminer les conteneurs jusqu'à, par exemple, à Saint-Cassé et de faire de Saint-Cassé un port sec. Et si le Burkina aussi fait les rails, on fait la continuité. Rien n'a été fait. Même pas une étude de faisabilité. Même pas une étude de faisabilité. Voilà le Ghana qui vient de relancer. C'est très moderne. Si la technique peut reprojeter les images, les trains modernes qui viennent d'être relancés aujourd'hui même au Ghana. Ça a été un travail acharné fait par le régime de Nana Akufo-Addo et continue aujourd'hui par le régime de John Mahama. Et vous allez au Sénégal, c'est pareil. Le Sénégal, ils ont même des TER. Maintenant, ils ont fait le BRT au Sénégal. Le Ghana va faire aussi le BRT. La Côte d'Ivoire va faire le BRT. Et même le Bénin est en train de relancer ses rails. Pendant ce temps, nous sommes, le temps s'est arrêté chez nous après le départ des Allemands. C'est-à-dire nous sommes encore en 1884. Nous sommes même avant 1884, puisque les gens ont coupé les rails pour vendre. Donc, même le tracé des rails, on ne trouve plus des rails. Et pourtant, les Allemands ont fait une très, très, très bonne délimitation qui pourrait même servir à mieux aménager la ville de Lomé, à faire même peut-être même des tramways. Parce que les emprises des rails à Lomé, c'est impressionnant. Les Allemands avaient tout prévu. Et l'espace de l'emprise des rails, aujourd'hui au Togo, on peut faire des routes tout autour des rails. Les rails passent au milieu des routes et aménager des gares pour que les gens circulent tranquillement. Mais quand on a des dirigeants extrêmement incompétents, congénitalement incompétents, on ne peut avoir que des résultats comme ça. Voilà ce qui se passe au Ghana et voilà là où nous en sommes au Togo. Voilà les éléments de comparaison que la Gen Z a. Ces éléments de comparaison-là, c'est sur les téléphones des jeunes. Et les jeunes voient ce qui se passe dans les pays voisins. Et ils ont des éléments de comparaison par rapport à votre incompétence. Et donc, cette génération-là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle va être fatale pour vous. Vous pouvez tout faire, débloquer de l'argent, mettre les gens en prison, je ne sais pas quoi, pousser les gens en exil. Vous allez être rattrapé par cette génération qui ne va pas vous faire du cadeau. Soyez-en sûrs. Donc, voilà ce que j'ai voulu
euh, dit par rapport au rail. Alors, mon dernier sujet concerne quelque chose de très préoccupant dans notre pays que je voudrais analyser avec vous. Si la technique peut me passer la nouvelle affiche de la fonction de Sandra Johnson. Vous voyez, j'avais soulevé ici le cas Sandra Johnson par rapport à la nouvelle constitution. J'avais fait une analyse ici sur le poste qu'occupe aujourd'hui Sandra Johnson par rapport à la nomination de M. Stanislas Bamouni Baba. Et j'ai rappelé que nulle part dans la Constitution, même la nouvelle Constitution de Faure Gnassingbé, il n'est prévu nulle part un ministre secrétaire chargé du président du Conseil. Nulle part. Sandra Johnson était secrétaire générale de la présidence. C'est à ce titre qu'elle était avec Faure Gnassingbé à la présidence. Elle était ministre de la planification. Beaucoup de gens ne savent pas qu'elle est ministre de la planification. C'est d'ailleurs pourquoi je vais introduire le sujet. C'est elle qui est la ministre de la planification. Elle est secrétaire générale de la présidence. Elle est le représentant du Togo auprès de la Banque mondiale en lieu et place du ministre de l'économie et des finances. Parce que dans tous les pays au monde, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est l'interface des partenaires de Bretton Woods. Il se fait qu'au Togo, ce n'est pas le ministre des Finances, c'est Sandra Johnson. Alors, depuis que j'ai fait l'analyse en disant que je n'ai pas vu de décret qui ait nommé Sandra Johnson secrétaire du président du Conseil, je n'ai pas, dans la Constitution non plus, je n'ai pas vu de texte qui prévoit son poste. Et le fait qu'on nomme Stanislas Bamouni Baba, ça fait un doublon. Parce que le président du Conseil, le Conseil s'entend le gouvernement. En fait, Faure n'est qu'un premier ministre. Alors, depuis le 24, comme j'ai toujours l'œil de l'aigle, je surveille tout. Donc, je suis sur la montagne. Donc, j'ai vu que depuis que j'ai fait cette critique-là, Madame Sandra Johnson a changé sa dénomination. Voilà sa nouvelle dénomination qu'elle a postée depuis le 24 septembre. Elle dit ceci. Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République togolaise. Sandra Johnson Ablamba, ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République. D'abord, vous avez vu un décret qui la nomme à ce poste-là? Quelqu'un a-t-il croisé un décret dans le journal officiel? Je ne parle pas de Togo Presse. Le journal officiel est différent de Togo Presse. Vous avez vu un décret qui nomme Sandra Johnson ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République? Je ne crois pas. Maintenant, plus grave. Donc, Faure n'est plus président du Conseil. Il est président du Conseil de la République. Donc, vous voyez que le poste de Faure évolue. Avant, c'était le président du Conseil des ministres. Après, ils ont coupé ministre. Ils ont dit président du Conseil. Maintenant, Sandra nous informe que c'est la présidente du Conseil de la République togolaise. Donc, la dénomination du poste de Faure Gnassingbé évolue. La dénomination du poste de Faure Gnassingbé évolue. Donc maintenant, elle est ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République togolaise. Ce qui veut dire ici que la présidence du Conseil de la République togolaise est différente du gouvernement. Or, le Conseil, c'est le gouvernement. Or, le Conseil, c'est le gouvernement. Donc, vous voyez que ils suivent à la lettre les lives et ils essayent, quand on dénonce les incongruités qu'ils ont dans leur disposition de la loi, ils essaient de contourner ou de réajuster les choses, mais on les voit. Donc, c'est la nouvelle fonction de Sandra Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République togolaise. C'est quoi la présidence du Conseil de la République togolaise? C'est différent du président de la République. Il faut qu'ils nous le disent. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Et on voit bien qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dans leur constitution. Ils ne se retrouvent pas du tout. Et ce qui va être encore grave dans les jours à venir,
c'est comment ils vont agencer l'appareil judiciaire. Ils n'en parlent pas pour le moment, parce que c'est le plus compliqué. Comment ils vont agencer l'appareil judiciaire à la nouvelle constitution? Parce que dans la nouvelle constitution, les juges, les magistrats seront très sollicités. Mais il n'y en a pas assez, et il n'y en a pas déjà assez dans les tribunaux. Et les dossiers dorment dans les tribunaux. Et là, maintenant, c'est plus compliqué. Mais on verra ce qui va se passer. Alors, le dernier sujet pour lequel je voudrais vous entretenir, c'est par rapport aux chiffres que le ministre Robert Dussé a donné aux Nations Unies. Et pourquoi j'aborde ce sujet après le truc du dimanche? Le dimanche, on a juste opposé au discours de M. Robert Dussé les données factuelles. Mais là, il y a une question, il y a quelque chose qui me dérange que je vais aborder. Et ce que je vais dire là, ça concerne nos services de statistiques. Le Togo est devenu spécialiste dans l'art de fabriquer du faux. C'est-à-dire, on est des faussaires patentés au Togo. Et parfois, fabriquer du faux, c'est depuis la présidence que ça se fait. On a vu en 2012 comment est-ce que le rapport de la CNDH qui a conclu à des cas de torture dans l'affaire de Kwacha Gnassingbé a été traficoté par des bâches et des gens à la présidence avec les Massina, ce qui a amené le président de la CNDH d'alors, M. Kofi Konté, à quitter précipitamment le Togo pour se réfugier à l'extérieur. Donc, une présidence de la République où on fait du faux, on fabrique du faux, c'est vraiment dangereux pour la République. Alors, au Togo, nous avons l'Institut national de la statistique qu'on appelle l'INSED. Et l'INSED est financé par les partenaires pour faire des études, des enquêtes et produire des statistiques sur tous les domaines donnés. Et dans tous les pays en Afrique, tous les résultats de l'INSED sont sur le site de l'INSED. C'est-à-dire, si vous cherchez tout à l'heure des données sur l'éducation, vous voulez avoir un tableau de bord sur l'éducation au Togo, si l'INSED a fait une étude, sur l'ensemble du territoire avec les spécificités régionales et préfectorales, vous allez avoir ce rapport détaillé sur le site de l'INSED. Si l'INSED a fait un rapport sur l'eau, la couverture sur le territoire de l'eau, sur l'ensemble du territoire, vous aurez ce rapport sur la page de l'INSED. Si l'INSED a fait un rapport sur le taux de couverture de l'électricité sur l'ensemble du pays, vous aurez ce rapport sur la page de l'INSED. Il se fait que l'INSED est sous l'autorité de Sandra Johnson. Sandra Johnson, qui est ministre de la planification et qui est aussi l'interface de la Banque mondiale. La Banque mondiale, dont certains rapports aujourd'hui sont douteux. Et vous savez que, j'ai parlé de Kofi Konté, vous savez que c'est Sandra Johnson qui pilotait aussi le Doing Business. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez que c'est Sandra Johnson qui pilotait le Doing Business, le Doing Business qui leur permettait de traficoter les données, jusqu'à ce que la Banque mondiale elle-même, après une enquête indépendante, ne se rende compte que les données du Doing Business sont traficotées. Avant, quand les rapports de Doing Business sortaient, ils organisaient de grandes réunions au 2 février, ils dansaient, ils riaient que oui, le Togo a fait tel progrès dans tel domaine, alors que c'était du pipeau, c'était des trucs trafiqués. Donc, la Banque mondiale, elle-même, je pense, a commandé une étude indépendante qui a conclu que les données publiées par Doing Business sont faux. C'est là où le Togo a arrêté avec le Doing Business. Et ce Doing Business-là était piloté par Sandra Johnson. Aujourd'hui, c'est elle qui est la ministre de la planification. C'est sous sa responsabilité qu'il y a l'INSED. Et c'est elle qui interdit à l'INSED de publier les rapports sur son site. À chaque fois que l'INSED fait des rapports, fait des enquêtes, l'INSED ne publie pas ses enquêtes sur le site internet de l'INSED. Alors que dans les autres pays, c'est obligatoire. Vous allez au Bénin, tous les rapports que les partenaires ont financés pour les instituts de statistique au Bénin sont sur le site internet. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Parce que c'est des données qui permettent d'élaborer les politiques publiques. C'est des données statistiques qui permettent d'élaborer les politiques publiques. Donc, ce qui est écrit, ce que Robert Dussé a lu là,
à la tribune des Nations Unies, je suis convaincu que c'est ce que Faure Gnassingbé devait lire. Et donc, c'est la présidence qui a écrit ce discours-là. Puisque Faure Gnassingbé était annoncé à la tribune des Nations Unies pour passer son discours. En dehors de la carte, le Mercator que Robert Doucet a présenté, je pense que c'est sa touche personnelle, ça, c'est la carte qu'il a présentée. Le discours est venu certainement de la présidence. Parce qu'on voit bien qu'en lisant, il titubait sur les chiffres. Il titubait sur les chiffres, il avait des difficultés sur les chiffres, il n'arrivait pas à lire les chiffres. Et donc, c'est ce discours-là que Faure Gnassingbé devait aller lire à la tribune des Nations Unies. Avec ces chiffres traficotés. Alors, qui traficote les chiffres au Togo? Qui fait dans la manipulation des chiffres au Togo? Quand on vient nous dire que le taux d'accessibilité à l'eau au Togo, c'est 86%, alors que vous avez des villages entiers au Togo, même à Lomé, là-bas où il n'y a pas l'eau, les gens vont chercher l'eau à la rivière, aux sources qui sont taries. L'électricité, vous parlez de 76%. Donc, je voulais attirer votre attention sur cette façon du gouvernement togolais ou de certains individus qui sont dans l'appareil de l'État à traficoter les données, les chiffres. Ce qui est très dangereux pour une république. Ce qui est extrêmement dangereux pour une république. J'ai l'impression que Faure Gnassingbé lui-même s'est rendu compte qu'en allant lire ce discours-là, il serait vraiment ridicule. Et il a poussé son ministre à la vindicte populaire. Parce que là, Robert Doucet, lui, il prend des verres et il prend partout tous les coups, il prend les coups de partout. Oui, parce que voilà des intellectuels, si entre griffes, qui refusent de dire la vérité à leur patron et qui vont se ridiculiser devant la face du monde. Ce discours-là, je l'aurais eu, moi, Ferdinand, que je n'aurais pas lu. Je vais dire non, je ne peux pas aller lire ça. Ma probité intellectuelle et morale ne me permet pas d'aller lire ce truc-là à la tribune des Nations Unies parce que ces chiffres sont faux. Donc, c'est Sandra Johnson qui est la ministre de la planification. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est elle qui fait office de ministre de la planification au Togo. Et c'est sous elle que se trouvent tous les services de statistiques, notamment l'INSEAD. Et c'est elle qui a aussi l'interface de la Banque mondiale. Quand la Banque mondiale publie des documents qui sont un peu douteux, ça veut dire qu'il y a une manipulation quelque part. Donc, il faut que l'INSEAD publie sur son site internet toutes les données statistiques qu'elle a eu à faire ces derniers temps. Quand nous sommes à la maison à Lomé, il y a des gens qui viennent rentrer dans vos maisons, qui vous posent des questions, qui font des sondages, qui viennent voir si vous avez des WC, si vous avez des toilettes, si vous avez l'électricité. Et ils viennent avec le logo de l'INSEAD, souvent financé par, si c'est pour un recensement, c'est le Fonds mondial pour la population. Si c'est la santé, c'est l'OMS. Si c'est les enfants, c'est l'UNICEF. Si c'est le développement, c'est le PNUD. Si c'est l'environnement, je ne sais pas quelle est l'institution qui finance l'environnement. Et voilà les institutions, les partenaires qui mettent de l'argent à disposition du ministère de la Planification pour faire des études et produire des rapports qui doivent être publics, c'est-à-dire accessibles à tous les Togolais. Mais au Togo, l'INSEAD refuse de publier ces rapports-là sur instruction de leur ministre de tutelle. Une fois ils ont publié un rapport, ils ont été sommés de le retirer immédiatement. Donc, ceux qui refusent que l'INSEAD mette sur la place publique les rapports de leurs études, c'est ces gens-là qui manipulent les données derrière. C'est ces gens-là qui manipulent les données derrière et nous produisent les discours qu'on a vus au niveau de la présidence. Et c'est très dangereux pour notre pays. C'est dangereux parce que tout ce qui est faux, c'est la perversion, c'est l'immoralité. On apprend aux gens à mentir, à changer, c'est-à-dire c'est la République des faussaires. C'est la République des faussaires. Et ce n'est pas un bon exemple. Parce que si vous fabriquez du faux à la présidence, vous ne pouvez pas lutter contre la corruption. Vous ne pouvez pas attraper les gens qui volent l'argent, les deniers publics. En Chine, on vient de condamner le ministre de l'Agriculture à mort pour avoir volé 25 millions d'euros. Je vous avais dit une chose, je vous avais dit à plusieurs reprises dans mes lives que la seule chose qui unit le parti UNIR au parti communiste, c'est la longévité au pouvoir. Parce que le parti UNIR est partenaire du parti communiste.
en Chine. Et les membres du parti UNIR, ils vont régulièrement en Chine. Si les gens de UNIR, ils devaient s'inspirer de la lutte anticorruption de la Chine, comme ils fréquentent le parti communiste, il n'y aura plus un seul militant dans leur parti politique. Tout le monde sera en prison. Tout le monde sera en prison. Si Ford déclenche demain une lutte contre la corruption, s'il convoque le prochain congrès de l'UNIR, personne ne sera là, y compris lui-même. Je répète, si demain matin, Ford Gnassingbé, il convoque un congrès de l'UNIR, Ford, il déclenche la lutte contre la corruption au Togo, Ford décide de lutter contre la corruption au Togo, et il convoque dans la foulée un congrès du parti UNIR, personne ne sera là, y compris lui-même. C'est-à-dire, eux tous là, c'est en prison parce qu'ils sont tous corrompus. Donc, UNIR fréquente le parti communiste chinois, mais il n'apprend pas du parti communiste chinois la lutte contre la corruption. En Chine, un ministre est condamné à mort. Il n'est pas le premier. Je suis de ceux qui pensent qu'au Togo, un jour, il faudra rétablir les peines maximales pour ceux qui font, les responsables des crimes de sang et des crimes économiques. Peine maximale, je ne dis pas peine de mort, peine maximale. Avec saisie des biens. Saisie des biens. Tous ceux qui ont détruit ce pays en s'enrichissant personnellement au détriment des projets. Ceux qui ont tué, ceux qui ont assassiné, les crimes de sang. C'est peine maximale. Il faut remettre ça dans le code de procédure pénale. 30 ans, 40 ans de prison, 100 ans même de prison, avec saisie de tous leurs biens. Pour que les générations futures, ceux qui seront appelés demain à gérer les affaires publiques, soient des gens droits, soient des gens honnêtes, soient des gens patriotes, soient des gens qui soient au service de la République et non à leur propre service. C'est ce qu'il faut faire au Togo. Il faut introduire dans le code de procédure pénale les peines maximales pour les prédateurs financiers et les crimes de sang. C'est 50 ans de prison, 100 ans de prison avec saisie de tous les biens. C'est ce qu'il faut faire. Si nous devons moraliser le Togo demain, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut que ça soit rétroactif. Tous ceux qui se sont enrichis en détruisant les entreprises publiques et dont ils ont légué les biens à leurs enfants, qui se bagarrent dans les tribunaux pour les histoires d'héritage, qui prennent des avocats, des notaires, il faut que les saisies soient rétroactives. Ça a été fait en Corée du Sud, dans les années 65. Ça a été fait en Corée du Sud. Ça a été fait dans d'autres pays comme la Chine, qui vous sert d'exemple, comme le Vietnam. Il faut saisir les biens jusqu'aux générations. Parce que ton père était connu pour un pauvre. Il a géré les affaires publiques, il est devenu milliardaire. Il vous a laissé de l'argent, vous vous bagarrez. Vous avez trouvé ça où? Il faut saisir tout ça. Même jusqu'aux enfants. Et c'est ça qu'il faut faire au Togo demain. Et ceux qui doivent faire ça au Togo doivent être des gens durs de tête. C'est-à-dire, vous fermez les oreilles, vous n'entendez rien du tout, vous tapez dans la fourmilière. Et vous construisez de nouvelles prisons. Et des gens qui ont caché l'argent, si tu es en prison, tu veux manger, petit déjeuner, c'est 1 million. Petit déjeuner, c'est 1 million. Déjeuner, c'est 2 millions. Dîner, c'est 3 millions. Tu ne vas pas manger gratuitement. Non. Tu es petit déjeuner en prison. C'est l'État qui va te nourrir, mais tu vas payer. Petit déjeuner, c'est 1 million. Parce que tu as caché l'argent quelque part, tu vas cracher ça. Petit déjeuner, c'est 1 million. Et déjeuner, c'est 2 millions. Dîner, c'est 3 millions. Au bout d'1 an, l'État va récupérer tout. On va construire les écoles, on va refaire les routes. C'est ce qu'il faut faire au Togo. Et pour faire ça au Togo, il faut un fou. Demain, il faut quelqu'un de dur de tête. Il faut un fou. Il faut quelqu'un dur de tête qui n'a pas de sentiments, mais dont la seule mission est de moraliser ce pays dans tous les domaines. Tu fais harcèlement sexuel au boulot, prison. Tu couches avec une femme qui est ta collègue au boulot, prison. Peine maximale. Tu prends des libertés avec une femme au service, prison. C'est comme ça qu'on va moraliser le pays. Et on va rétablir le service militaire obligatoire et civique. Tous les fonctionnaires doivent aller se former au front avant d'engager, avant d'aller à leur service. On doit leur apprendre comment aimer la République, lutter contre la corruption. Si tu es magistrat, on te forme. Tu vas aller
hein, te former militairement aux valeurs de la République. Tu vas même passer quelques semaines en prison pour voir comment les gens vivent en prison. Comme on le fait en Suède, dans les pays scandinaves. Tu passes 2 semaines en prison. Comme ça, demain, quand on t'apporte un dossier pour condamner un innocent, tu vas réfléchir. C'est Dieu seul qui juge. Nous sommes qui, nous, les hommes, pour juger nos frères? C'est Dieu seul qui juge. Alors, si tu es un homme sur cette terre et qu'on te donne le privilège de juger tes semblables, avant de maintenir les gens en prison, il faut réfléchir. Avant de prendre de l'argent de la corruption et maintenir les gens en prison, il faut réfléchir. Donc, tous ceux qui sont dans les services sensibles, magistrature, douane, administration, tous ces gens-là, ils doivent faire des formations au civisme obligatoire, lutte contre la corruption, tout ça. On vous fait de bons salaires, vous travaillez pour la République. Celui qui détourne un franc, prison. Et il faut un fou demain pour redresser ce pays-là. Les gens qui ont volé et qui sont en train de léguer ça à leurs enfants, il faut saisir tout ça. Jusqu'à ce qu'on donne aux enfants. Dans les registres, là, il y a les documents dans les registres fonciers. On peut saisir tout ça. Ça a été fait dans d'autres pays. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à trouver une porte de sortie pour sauver le peu que vous pouvez sauver. Mais si vous voulez continuer le bras de fer avec ce peuple-là, demain, un fou va vous mettre au pas. Et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Ce qu'il faut pour le Togo, c'est une thérapie de choc. Être vraiment violent. C'est un terme médical pour des situations d'urgence. Mais au Togo, c'est ça qu'il faut faire. Thérapie de choc. Violent. Violent. C'est ce qu'il faut faire. Les gens qui ont conçu dans les réserves administratives, les barreaux, tout ça, il faut descendre toutes leurs maisons, remettre les terrains dans le domaine public et construire les infrastructures. C'est ce qu'il faut faire demain. Et ça, il faut un fou pour le faire. Quelqu'un qui vient, il est fou et il tape dans la fourmilière. Et puis après, il vous laisse le pays. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et donc, demain, quand le Togo va changer et qu'on va nourrir les voleurs de la République, ceux qui ont volé l'argent et qui se sont tapés les appartements un peu partout, ils vont cracher tout ça. Tu es en prison, tu veux manger petit déjeuner, omelette, œufs, je ne sais pas quoi, avec 1 million. Tu veux manger le midi, saumon fumé, je ne sais pas quoi, tout ça, 2 millions. Le soir, tu veux prendre dessert, tout, 3 millions. Au bout d'1 an, on a repris l'argent de l'État. C'est ce qu'on va vous faire. Ça paraît idiot ce que je suis en train de dire, mais par rapport au mal que vous êtes en train de faire à ce pays, que vous ne continuez pas à faire à ce pays, c'est comme ça qu'il faudra vous traiter demain. Par rapport au mal que vous êtes en train de faire à des générations, à plusieurs générations. Vous voyez des jeunes au Togo, ils sont dans la misère, ils sont perdus, ils sont désespérés. C'est le meilleur moment de leur vie. Les jeunes, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils sont désespérés par votre faute. Mais chez vous à la maison, vous avez emmagasiné des milliards dans vos tiroirs, vous avez des milliards chez vous à la maison. Vous regardez ça, vous êtes content. Or, c'est l'argent du peuple. Il faut que vous restituez tout ça. Et il vous faut plusieurs manières de restituer ça. Et l'une des manières la plus simple, quand vous serez en prison, vos familles ne vont pas vous préparer à manger. C'est l'État qui va vous nourrir. Et tout ce que l'État va vous donner comme nourriture sera facturé. Et c'est ce qu'il faut faire demain. Voilà. Si tu as mis 10 milliards quelque part, au bout de 2 ans, en mangeant 1 million le matin, 2 millions le midi, et 3 millions le soir, l'État a déjà récupéré l'argent. Si tu ne veux pas donner l'argent, tu peux faire grève de la faim. Tu meurs, on s'en fout. C'est ça. Continuez pas à jouer avec le feu. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et voilà, je vais m'en arrêter là. J'ai prévu de faire 1 heure. Et voilà. Et ce que je dis là, les gens pensent que c'est idiot. Ce n'est pas idiot. Il faut préparer les esprits à ça. Demain, la thérapie de choc là, il faut préparer les gens à ça. Pour que demain, quand quelqu'un va prendre ses responsabilités au Togo et qui va commencer par remettre les biens publics dans le domaine de l'État,
que des gens ne viennent pas dire que oh, c'est un règlement de compte là, mais on a là. Parce que tout le temps, alors que ces gens-là, ils passent leur temps à tuer, à voler, à envoyer les gens en prison, à se foutre de la vie des gens. Ils envoient les gens en prison, les gens meurent en prison, ça ne leur dit rien. Les gens sont en train de mourir en prison, les jeunes, ça ne leur dit rien. Les gens sont en prison en train de mourir, ça ne leur dit rien. Ils sont humains, ils vont à l'église, ils prient Dieu. Ils ont de la famille. Amour les coups, les prisons. Dieu nous les prisons. 25 ans vieux, 30 ans vieux, parce qu'on donne nos politiques, mais ils sont sur nos prisons. Mais il y a un juge, un procureur. Mais il a trouvé des cas. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je peux mourir demain. Mais ce que je dis là, ça va rester. Et quelqu'un, un fou, va se rappeler que j'ai dit ça. Il va appliquer ça demain. Il va appliquer ça demain. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, vous avez intérêt à vous ressaisir pour que demain, une alternance se passe au Togo sans problème, pour que vous puissiez préserver le peu que vous avez. Mais si vous restez dans votre chemin, là, du bras de fer jusqu'au bout, là, demain, c'est ce qui va vous arriver. Je vous dis, ce que vous avez légué même à vos enfants, l'État va prendre ça. Ce que vous avez mis dans le patrimoine de vos enfants, là, l'État va prendre ça. Parce qu'à la base, vous n'étiez pas milliardaire, vous n'étiez pas riche. À la base, vous n'étiez personne avant de gérer les affaires de la cité. Et c'est ce qu'il faudra faire demain au Togo. Et le service militaire obligatoire, ça a plusieurs avantages. Pour que demain, aucun militaire n'intimide un civil. Si chaque citoyen sait manier les armes, aucun militaire n'embêterait un civil. Et ça permettra aussi de former les gens aux valeurs de la République. Le civisme, tout. Merci infiniment. Le civisme est tout. Tu es au boulot, tu prends un flanc de la République, tu vas en prison. Voilà ce qu'il faut demain pour le Togo. Ça, c'est le testament que je laisse. Quelqu'un viendra faire ça. N'importe qui. Ça peut être un civil, ça peut être un militaire. Un fou, il prend le pays là. Il redresse tout le monde. Les bêtises que vous faites dans l'administration, les gens qui sont à des postes de responsabilité, vous couchez avec les femmes, dans vos bureaux, dans l'administration. L'immoralité a atteint tous les secteurs de la République. À l'université, ceux qui font vous écrivez des mémoires pour les filles, les thèses pour les filles, vous fabriquez des analphabètes. Des gens qui ont dit oui, il a master, il a doctorat, à peine il a de la peine à faire des raisonnements. Tout ça, c'est la perversion de la société. Tout ça, c'est la perversion de la société, c'est l'immoralité. Et il faut une thérapie de choc pour mettre fin à tout ça. Pour que, quand on dit Togolais là, c'est un citoyen honnête, droit, crédible, honnête. C'est ce qu'il faut pour le Togo. Les Gnassingbé ont détruit toutes les valeurs de notre pays. C'est ça qu'il faut rétablir. Ils ont détruit toutes les valeurs de notre pays. Il n'y a eu aucune digue qui n'ont sauté. Toutes les digues des valeurs, ils les ont sautées. Demain, il faudra reconstruire de nouvelles digues pour remettre, comme on le dit, l'église au centre du village. Et pour ça, il faut des gens durs de tête, des fous, pour faire ça. Et il n'y aura pas de sentiment. Allez, passez une très bonne soirée. Bon début du mois pour chacun d'entre vous, un futur mois d'octobre. Pour les catholiques, je vous souhaite beaucoup de prières pour le mois de rosaire et espérons que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois d'octobre et qu'il continue de nous donner la force, l'intelligence et la lucidité d'apporter de très bonnes nouvelles à notre peuple, de sensibiliser, de continuer par faire le travail que nous sommes en train de faire là, un travail qui va payer forcément demain. Et comme quelqu'un le dit dans le commentaire, quand on investit des milliards, on va faire des prêts de milliards pour amener l'eau dans les villages et que vous détournez les milliards, vous êtes un criminel. Et un criminel, il se traite comme tel. Parce qu'en détournant les milliards, vous avez privé beaucoup de gens de l'eau dans les villages. Et ces gens-là meurent parce que l'eau, c'est la vie. C'est la vie. S'il y a des fonds qu'on ne devrait jamais détourner, c'est les fonds de l'eau, les fonds de agriculture, merci beaucoup, l'eau, tout ça. On ne devait jamais détourner ces fonds-là. Les fonds de la santé, l'eau, tout ça. Parce que l'eau, c'est la vie, l'éducation. Les gens qui détournent les fonds qui sont destinés à mettre de l'eau à la disposition des populations, c'est ces poteaux même qu'il faut leur tirer, il faut les exécuter aux poteaux. Ce n'est même pas la peine. C'est poteaux. De l'eau.
On donne de l'eau, on finance l'eau pour les populations. Vous détournez. L'eau, c'est la vie. Vous êtes un criminel en puissance. Alors que vous êtes déjà payé dans vos fonctions. Vous êtes ministre, vous êtes payé. Vous êtes DG, vous êtes payé. Vous détournez des milliards destinés à mettre de l'eau à la disposition des populations. Il faut vous exécuter sur la place publique. Les pays que nous apprécions là, la France, tout ça, là, ils ont coupé les têtes des rois. Hein. Ils ont exécuté les rois pour être libres. Ils en sont fiers d'ailleurs. Ils disent on a exécuté tel roi, telle place là, on a exécuté tel roi pour avoir la liberté. Il faut qu'on y réfléchisse. Donc, merci à tous ceux qui étaient dans le live, tous ceux qui ont donné des cadeaux, notamment nos frères qui ont envoyé des lions. Merci à vous. Merci à vous tous pour cette disponibilité. Je vous ai pris de cours ce soir. C'était pour élaguer rapidement ces sujets-là et lancer cette réflexion qui s'adresse à nous tous. Et de temps en temps, maintenant, je vais analyser ce que nous gagnons si fort par demain. Nous passons énormément de temps à dénoncer l'incompétence de Faure, son manque de résultats, mais il faut que nous commençons par parler aux Togolais ce que nous gagnons si Faure quitte demain le Togo. Nous allons commencer par prendre secteur par secteur ce que nous pouvons gagner si demain Faure n'est pas là, pour que les Togolais se rendent compte du temps que nous sommes en train de perdre. Donc, nous allons prendre tous les domaines et projeter ce que nous pouvons faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans si Faure quitte le pouvoir demain. Ça aussi, ça permet de réveiller les gens, de leur dire, nous pouvons faire beaucoup de choses en si peu de temps si ce pouvoir n'est pas là. Je vous souhaite une très bonne soirée et fructueux mois d'octobre. Allez, à plus tard.